Dominique, on va reculer dans le temps. Est-ce que tu te souviens du moment qui t'a donné envie de faire du théâtre? Oui, je pense que c'était à l'école, j'imagine, tu sais, mais ça, je pense que ça avait commencé avant l'école, mais c'est sûr qu'à l'école, quand le prof a fini de nous intéresser, puis l'ennui commence à nous gagner, là, Oui. l'idée de prendre le plancher, puis de faire rire le monde, ça m'a habité assez tôt, même à la maternelle, le pré-maternelle. Donc, c'est là que ça a commencé pour vrai. C'était pour te faire des amis, pour attirer l'attention? Oui, j'avais un frère aîné beaucoup plus doué, talentueux que moi, sportif, bon avec les animaux, etc. J'avais l'impression probablement qu'il y avait toute l'attention de mon père et de ma mère. Fait que moi, je pense que le poète en moi s'est réveillé assez tôt, tu sais, pour essayer de trouver sa manière d'attirer l'attention, d'être aimé, là. Tu sais, Jean-Louis Millette, le comédien qu'on a tant aimé, disait que les artistes, on est un peu des malades, tu sais, d'avoir besoin de se faire applaudir comme ça tous les soirs, bon, les comédiens, peut-être d'abord sur la ligne de front, mais donc il y a sûrement cette espèce de besoin d'être aimé, d'être reconnu, d'être bercé. Est-ce que tu as rêvé d'être comédien? Oui, moi, j'avais la prétention. J'ai fait mon cours à l'École nationale, je suis rentré là en 84, puis j'avais la prétention que j'étais tellement bon comédien que je n'avais pas besoin de faire mon cours comme acteur, en interprétation. Alors, je me suis inscrit en écriture dramatique parce que la conception des spectacles, là, je sentais que j'avais bien des croûtes à manger alors que je me pensais bien bon acteur, tu sais. Puis là, j'ai rencontré, tu sais, j'étais coloc avec Roy Dupuis, j'ai rencontré Sylvie Drapeau, bon, une grande, beaucoup de très, très talentueux comédiens. Et là, j'ai pris ma place, tu sais, j'ai pris mon trou. Et puis, donc, j'ai commencé à écrire mes pièces. Ça faisait un bout de temps, en fait, que j'écrivais des pièces, mais là, je me prenais un peu plus au sérieux en me disant, je vais en faire mon métier. Et assez rapidement, il n'y a pas de metteur en scène qui voulait monter mes pièces. OK. Alors, c'est un peu comme ça que je suis devenu metteur en scène, un peu par défaut, par dépit, oui. De quoi tu avais envie de parler dans tes premiers textes? À un moment donné, il y a un journaliste, un gars de Michel Vaïs de la revue Jeux qui m'a posé un peu cette question-là et s'il y avait un fil conducteur dans mes pièces. Puis je me suis rendu compte que je pense que je parlais toujours de la même chose, que je suis toujours en train de raconter la même histoire. Puis même depuis, là, mettons, quand je me suis confronté à Don Quichotte, à l'Odyssée d'Homère, au monde des Beatles, là encore avec The Walls, je suis toujours... C'est comme si... Il y a quelque chose que j'éprouve, que je ressens profondément, c'est la mort du rêve. Le besoin du rêve et la mort du rêve. Puis je pense que beaucoup dans mes pièces, dans mes spectacles, j'ai parlé de ça. Tu sais, mettons, Cabaret Neige Noire, pour moi, le fil conducteur, c'était on assassine Martin Luther King à coups de tarte à la crème. Donc, c'est une façon de célébrer la beauté du rêve, mais aussi la tristesse d'être les contemporains de la mort du rêve. Puis, tu sais, souvent, j'ai souvent dit, moi, je suis né en 63, l'année du I Have a Dream. Oui. Puis j'ai 5 ans quand on entend la détonation qui assassine Martin Luther King. Donc, je suis contemporain du rêve puis de la mort du rêve. Puis, tu sais, on parle beaucoup ces jours-ci, il y a une polémique autour d'un film sur le printemps étudiant. Il y a eu un rêve il y a 5 ans. Puis là, on a affaire un peu avec la mort du rêve, c'est peut-être un peu assassin que de le dire. Qu'est-ce que ça a laissé, ce rêve-là? Il y a ça, tu sais. Et puis, The Wall, c'est encore ça, c'est-à-dire que c'est une espèce de rêve d'émancipation. Dans toutes tes œuvres, il y a cette rencontre-là entre le très sérieux et le très divertissant. Ça fait partie vraiment de ta personnalité de créateur? La vie est comme ça. Les Grecs disent que la tragédie, c'est la capacité de l'homme ou de la femme à se tenir debout au milieu du chaos. C'est donc dire que c'est notre condition d'être à la fois capable de se tenir debout, de vivre malgré le désordre ambiant. Bon, moi, je ne suis pas un très grand comique, j'aimerais bien ça, mais je pense que j'ai aimé, j'ai cette capacité-là de faire alterner des moments de lumière avec des moments de noirceur. Et tu as aussi la particularité d'aimer faire autant des petites choses, je le disais en introduction, que des grandes choses à très grand déploiement. Ça aussi, ça rejoint deux côtés de toi, Dominique Champagne?
Oui, j'imagine. En fait, moi, je pense qu'il faut que ça soit intense. Ça, c'est vraiment un truc super personnel, mais il faut que ça soit intense. Fait que me mettre dans le trouble, puis me mettre dans une situation de survie, on dirait qu'il y a un côté en moi, là, pas maso, là, mais j'aime ça. Oui. Fait que, puis là, ben, à un moment donné, tu développes une maîtrise, fait que tu cherches encore, chercher le trouble. Je pense que les premières grosses galères que j'ai faites, ou la première grosse vraiment, c'est Cabaret Neige Noire. C'est de réunir, on avait comme 7 heures de texte écrit par 4 auteurs, puis on s'est dit, on va lire ça pour la première fois devant du monde qui ne sont jamais allés au théâtre. On avait comme envie de se mettre dans le trouble, puis donc de mettre ensemble des choses complexes, de faire confiance aussi au degré d'anarchie, de désordre qui peut régner parce que les affaires sont plus grosses que nous-mêmes. Puis de dompter ça, de tout à coup, tu dis, bien, on l'a fait, puis et ça a fait plaisir non seulement au public, mais à la gang qu'on est. Fait que les expériences après ça, je pense qu'à partir de là, j'ai découvert l'épopée. Donc, Quichotte, Homère, l'Odyssée d'Homère, Moby Dick, Love, en quelque sorte, des Beatles sont de cet ordre-là. Donc, la grande aventure qui a besoin de moyens, mais en même temps, je vois le travail de Francis Monti qui arrive à nous faire des guerres extraordinaires avec des cannes de conserve, de tomates, puis des fourchettes, puis la guerre, on y croit, donc des fois, bon, sûrement il y a un côté mégalo en moi, là, mais à un moment donné, moi, j'ai eu besoin de me retrouver avec un acteur, un verre d'eau, puis une parole, avec Alexis Martin, puis Sylvain Marcel, puis Antoine Bertrand et Mario Saint-Amand, autour d'une parole, plutôt que d'aller faire le prochain show du cirque à Las Vegas ou en Chine. Donc, j'ai été confronté à ces choix-là. Des fois, je pensais à mon grand-père soudeur qui rentrait à la shop à tous les matins, puis je me disais, est-ce qu'il me dirait que je crache dans la soupe? Mais en même temps, au fond de moi-même, il y avait quand même une voix qui me disait, le meilleur show que tu peux faire pour l'instant, c'est de te retrouver avec des acteurs puis un verre d'eau puis ton texte, pas d'aller nourrir la grosse machine ou le monstre à plusieurs têtes, ou la bête. Fait que The Wall, c'est sûr que, mettons, à ce titre-là, dans The Wall, je prends un peu mon pied parce que je vais... Tu sais, c'est assez étonnant. Nous, ça fait deux ans qu'on est, Julien Bilodeau, Normand Baillargeon et moi, dans une réflexion avec d'autres concepteurs sur la pertinence de faire résonner The Wall. Puis là, Trump est élu, puis il nous annonce la semaine dernière qu'ils vont bâtir un mur de 12 milliards. Puis là, on se dit, mon Dieu, là, ça fait plaisir de se dire, bien là, nous on ne doutait pas, mais tout à coup, c'est comme si toutes les maisons d'opéra devraient programmer ce show-là parce que ça parle de ça, ça parle de l'isolement d'une superstar. Ça peut être Trump lui-même, ça peut être Waters, comme ça peut être n'importe qui s'isole du monde, qui décide de se bâtir des murs entre lui et le restant du monde, qui finit par s'isoler et qui, dans son isolement, développe de l'intolérance, développe des abus de pouvoir, développe la tentation totalitaire, fasciste, de laquelle, là, dans sa réflexion, dans The Wall, il finit par se libérer. Donc, c'est une rédemption aussi, c'est une quête de « tear down the wall ». Tu sais, on a célébré la chute du mur de Berlin avec cette œuvre-là en 89. Et depuis, il y a des experts en murs là, qui étudient à la chaire Raoul Dandurand qui m'ont dit que depuis la chute du mur de Berlin, on a bâti assez de murs pour couvrir toute la planète, faire le tour du monde. C'est vrai. Donc, on est dans un monde qui bâtit des murs, alors qu'on pensait que la chute du communisme allait pouvoir émanciper, créer un rassemblement avec les peuples. Ce qu'on a vécu, c'est que le capitalisme s'est radicalisé davantage et qu'il y a des murs, et Trump, et c'est la quintessence de ça, il y a des murs qui ont continué de s'ériger de plus belle et qui ont augmenté le rapport des inégalités entre les hommes, entre les riches, entre les pauvres, entre les hommes et les femmes. Donc, on vit dans un monde où on bâtit des murs. Fait que je pense qu'il faut... C'est un peu notre job d'artiste de dire, bien, il y a des murs qu'il faut faire tomber. Oui. Ouais. Est-ce que la musique nourrit beaucoup ton travail? Oui, je pense qu'il doit y avoir un musicien très frustré en dedans de moi. Là, je ne suis pas musicien pour Saint-Saëns. J'ai essayé souvent, là, mais je ne suis pas très talentueux, mais j'adore la musique et j'adore travailler avec les musiciens. Puis il y a souvent eu des aventures musicales dans mes shows. Là, on parlait de Cabaret Neige Noire tantôt, Lolita, l'Odyssée, qui est une œuvre de Pierre Benoît très, très belle. Moby Dick l'an dernier avec Ludo et 3 musiciens. On monte Moby Dick, il faut apprendre la musique. Le travail avec les Beatles, j'ai passé 1 an et demi, moi, une fois par mois, j'allais faire des cues de musique pour le show, Là, le travail de composition, il s'est fait en marge du travail d'écriture. C'est-à-dire que quand on a commencé sur The Wall, il y avait
Julien avait commencé des maquettes, Julien Bilodeau, mais la musique était à faire. Donc, ça fait partie du plaisir du processus créatif de travailler à la fois le texte, le récit, la narration, la mise en scène et le travail musical. Fait que pour moi, c'est, tu sais, quand je répète souvent, les acteurs le savent, je commence les répétitions en disant « Hey, 3, 4 », comme si j'allais diriger des musiciens. Tu sais, j'aimerais ça que ça soit réglé comme du papier à musique. Je suis fasciné. Tu sais, je vais voir les choristes, là, ce soir encore, une répétition à 7 heures. Ils sont 48. Le chef de chorale dit « Hey, 3, 4 », puis ça part, ils sont 48, c'est beau. Tout de suite. Au théâtre, c'est long, avant que tu le trouves et que ça soit agencé. Fait que c'est fascinant aussi de voir la beauté de cette cohésion que la partition musicale peut donner. Je pense que j'entends les choses plus que je les vois. Moi, quand j'écris, là, c'est vraiment un moment de solitude. C'est un truc très intime, l'écriture d'un spectacle. Pour moi, c'est un truc qui se fait vraiment seul avec moi-même. Puis je vois pas tellement ce que j'écris. Pourtant, je devrais, tu sais, même des spectacles de cirque où il n'y avait pas de dialogue, je visualise pas les choses, mais je les entends assez bien. Il y a comme une musique avec les acteurs aussi. Quand la scène, là, à la lecture, je sens qu'elle fonctionne, je sais qu'elle va marcher après ça sur scène. Donc, et ça vient dans un deuxième temps, le fait de se donner à voir. Donc, c'est sûr que la rythmique, la musique, le sentiment, pour moi, se rapproche plus de l'auditif. Et après viendra, puis des fois, je m'en fous. La nécessité de dire des choses a primé sur le besoin d'être beau. Puis je me suis un peu... Mettons, Cabaret Neige Noire, pour moi, je disais, ça aura l'air de n'importe quoi, ça sera tout croche, c'est pas grave. Mais on fait ce qu'on veut. Tout est possible. Fait que si ça nous tente, on le fait. Ça, c'était une règle. Donc, c'était pas... Alors que par moment, des fois, on va aller se sécuriser dans une beauté plastique ou plus formelle parce qu'on sent... Je veux pas dire que c'est vide, mais... que le sens, il est incertain. On n'est pas sûr que ça va marcher de porter ce qu'on a à dire ou d'essayer de faire du sens. Puis, alors moi, j'accorde beaucoup d'importance à ça, en me disant, si ce qu'on dit touche, après ça, on a une grande liberté sur la manière avec laquelle on peut le dire. Puis si c'est pas fini, si c'est un peu sloppé, c'est pas grave. J'ai compris ça un jour. On faisait Cabaret Neige Noire à Florence, ça se dit bien, là, dans une petite entrevue comme ça. Et je m'en vais visiter à la Galerie des Offices un des chefs-d'œuvre de Michel-Ange, le David. On est vraiment devant la beauté, tu sais, la quintessence formelle. On éprouve le génie de la sculpture à travers l'œuvre. Et après, à côté, il y a une petite salle où on expose ce qui est appelé en italien « il non finito Michangelesco », les inachevés de Michel-Ange. Et là, tu as des blocs de marbre où tu sens qu'il y a une épaule qui a commencé à être sculptée, puis Michel-Ange l'a laissé là. Et là, moi, j'ai eu comme le choc le syndrome de Stendhal, c'est-à-dire que je me suis tellement reconnu, j'ai tellement beaucoup plus apprécié les inachevés de Michel-Ange que le David que je venais de voir. Parce que là, c'est comme si je sens le geste de l'artiste qui se bat avec la matière, l'espèce de volonté de l'esprit de faire émerger quelque chose dans un geste artistique, puis en même temps, la tragédie de ne pas y arriver complètement. Et ça, tu t'es reconnu là-dedans. Je me suis reconnu là-dedans, puis ça me donne une clé. Cabaret Neige Noire était un peu fait de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, moi, je ne suis pas un formaliste. Et je n'ai rien contre les formalistes. Je veux dire, Chagall, je veux dire, les grands artistes sont des très grands formalistes. Je n'ai rien contre la forme. Mais c'est comme si, pour moi, la forme dans laquelle je me suis senti libre, c'est celle de dire, bien, ça peut être broche à foin, ça peut être cabane à sucre. Puis les imperfections, ça peut être beau. Ça va faire partie de. Alors, je pense que la première question, je ne te la poserai pas. Qu'est-ce qui te met en colère? J'ai l'impression que ça peut être long. Le vide politique. Moi, je trouve vraiment que ça fait dur. Je trouve qu'on fait dur collectivement. Puis, tu sais, Félix Leclerc disait, c'est plein de chefs partout qui ne s'occupent pas de nous. C'est qu'on le sait qu'on se fait raser, puis on ne s'en occupe pas. Et il y a 5 ans, il y a eu un réveil, mais quelque part, il nous manquait la narration du monde. Il y avait une révolte. Hein? Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. On va asservir notre jeunesse en fonction des besoins d'une industrie ou d'une économie dont un des tenants et aboutissants, c'est de grossir l'écart entre les pauvres et les riches. Et on n'a pas été capable de s'organiser. Alors, on a un sacré problème avec l'exercice du pouvoir. On délègue le pouvoir à des chefs qui ne s'occupent pas de nous.
Ils s'occupent très bien de leurs intérêts, comme les Américains le font. Mais nos intérêts, ceux du peuple, ça, c'est un mot... Fait que ça me révolte. Puis un jour, quand les gazières sont débarqués dans l'arrière-pays où je vivais, puis que là, on allait les laisser faire encore. Eux autres, il y avait les permis, il y avait la technologie. Là, il fallait faire 3 soirées d'information, puis bang, on rentre chez vous. Puis là, j'ai dit, un instant, je suis en train d'écrire sur le pays un show. J'ai tassé mon show, j'ai fait, OK, d'habitude, je vais faire mon show. Mais là, j'ai tassé le show, j'ai fait, là, je vais y aller à la salle paroissiale parce que j'étais vraiment indigné. J'étais un homme révolté, mais j'étais un homme en colère jusqu'à un certain point. Quoique, tu sais, je suis un privilégié, puis je suis gras dur, je suis pourri, mais je trouve que, d'une part, on n'aurait pas dû laisser notre indignation s'endormir et que c'est vraiment choquant de voir à quel point on n'est pas capable de s'organiser. Moi, là, je fais The Wall, je le dis publiquement, là, depuis 2 ans, je n'accepte plus aucun contrat. Après The Wall, là, je tombe au chômage. Et j'ai une sérieuse réflexion personnelle à faire sur c'est quoi que je dois faire de ma vie. J'ai 54 ans, j'ai fait plein de choses, j'en ai plein de reconnaissances, j'en ai plein de propositions, puis je suis très heureux de faire mon travail d'artiste, mais il y a quelque chose où je suis en vase clos dans ma vie d'artiste, même si le travail de l'artiste il est valable, même si la provocation, l'éveil, la création de beauté, la reconnaissance de l'âme humaine à plusieurs égards est nécessaire et est belle. Je ne veux pas remettre, mais je me dis, je suis un artiste, je suis un père de famille, je suis un citoyen du monde, puis il y a quelque chose qui ne va pas bien dans le monde. Puis en même temps, j'ai pensé faire de la politique active au sortir du printemps 2012. Puis au bout de cette réflexion-là, je me dis, je ne suis pas politicien pour Saint-Saëns. Ils ne vont pas me toffer dans le parti 10 minutes. Tu sais. mais ceci dit, il y a quand même un éveil de la société civile. Il y a, en marge des partis politiques, il y a un pouvoir qu'il faut prendre, une autorité qu'il faut se donner, qu'il faut exercer. Et moi, je vais aller me mettre au défi là, de m'inscrire un peu mieux, un peu plus sereinement, j'espère, là-dedans, parce qu'on ne peut pas les laisser aller. On ne peut pas laisser faire. Puis là, on est un peu pris, on est mal pris. Quand je tiens un discours politique, j'ai tellement pas le feeling de défendre mon show, de défendre ma personne, de défendre mon art, mon œuvre, mon cœur, moi. Tu sais, c'est tellement égocentrique être un artiste. Puis, tu sais, j'étais un gros égo. Il y en a des pires que moi. Là, tu sais, quand je travaille avec McCartney ou Waters, je me dis, moi, j'ai pas un si gros égo que ça. Là, ou Yoko Ono, mais bon. Mais tout ça pour dire que la parole de citoyen me semble importante. Il y a un vide. La nature a du vide, puis ça me met en colère. Oui. Ça, c'était la réponse à la première question. Et tu veux aller là? Dominique, t'aimerais qu'on se souvienne de toi, pourquoi? J'aimerais ça avoir été un bon père de famille puis un bon amoureux. Tu sais, au bout du compte, là, je ne veux pas dire que tout ça, c'est du flafla, mais moi, j'ai été nommé personnalité de l'année par la presse en 2006. Je venais 2-3 mois avant ça de frôler la mort parce que j'ai eu une opération à la boîte crânienne, puis j'ai mal réagi à l'anesthésie, puis j'ai failli mourir. Puis là, je n'étais pas trop présentable, puis il me disait, il faudrait que tu viennes au gala, Il ne me disait pas que je gagnais, là, puis je dis non, je ne vais pas au gala. Vous ne me voyez pas à face. Là. Finalement, ils m'ont dit, tu gagnes, il faudrait bien que tu y ailles. Fait que j'étais allé. Et là, ils me donnent le prix, et le prix, c'est un chêne. Le prix de l'excellence de la presse, là, c'est un chêne pas en bronze. Et moi, quand je suis sorti de Vegas, ça me faisait tellement halluciner de travailler dans Las Vegas, d'être l'enfant gâté pourri qui avait tous ces moyens-là pour faire le chant du Peace and Love au milieu du monstre écologique de la Babylone contemporaine qui est Las Vegas. Fait que quand je suis sorti de Vegas, j'ai passé des mois à planter des arbres. Et c'est sûr, et quand on m'a remis le prix, c'est sûr qu'on me remettait ça parce que j'avais travaillé avec Ringo, tu sais, puis que le monde était bien fier que j'aille travailler avec Ringo, puis je ne vais pas cracher ni sur Ringo, ni sur le show que j'avais fait. Mais moi, quand j'ai vu le trophée, je me suis dit, le gars que les dieux saluent, c'est le planteur d'arbres. J'ai planté des milliers d'arbres depuis 10 ans, des dizaines de milliers, tout seul, là, à m'en chipper. À un moment donné, il a fallu que je me fasse opérer parce que je faisais ça à pelle. J'ai découvert le planteux depuis, mais... Expert en plantation quand des arbres. Je plante des arbres, je me dis, un jour, j'ai peut-être des petits-enfants qui vont marcher dans une forêt de chênes, alors que moi, j'ai pris cette terre-là et elle était en friche. Fait que, mettons, pour répondre à ta question, là, j'aimerais ça que mes petits-enfants se souviennent, quand ils marchent dans cette forêt-là, qu'un jour, il y a un tripeux qui a joué à l'homme qui plantait des arbres pendant quelques années, puis qu'il a rendu une terre de sable, une terre pauvre, un meilleur lieu où habiter. Ça,
pense que ça serait serait ça ma réponse. Oui. En fait, moi, j'ai commencé, quand je suis sorti de l'école, j'ai été prof d'écriture dramatique à l'Université Concordia. J'ai commencé ma carrière en enseignant, comme prof d'université, pas très longtemps. Moi qui n'avais jamais mis les pieds à l'université. Et de temps à autre, j'ai fait des coachings à l'École nationale. Je suis allé monter des spectacles au conservatoire, mais j'étais trop... à un moment donné, à l'école, je leur ai dit, arrêtez de me demander parce que je n'étais pas assez disponible. Tu sais, moi, j'ai eu 3 enfants, puis j'ai tenu un théâtre à bout de bras qui ne me faisait pas gagner ma vie. Fait qu'en plus, il fallait que j'aille gagner ma vie. Fait que la télévision, tu sais, j'ai écrit beaucoup pour la télévision pour pouvoir avoir des revenus. Donc j'ai pas une carrière de prof très florissante, mais ceci dit, faire un show, faire une mise en scène, il y a de ça. C'est-à-dire que les artistes qu'on engage, le monde avec qui on travaille, il y a une forme de tradition, on ne va pas dire de maître à élève, mais de transmission de connaissances, comme ce que les lieux d'école universitaire sont. Fait que, tu sais, je vais donner beaucoup de conférences, mais comme tel, la carrière de prof, je dis pas non parce que j'aimerais ça. J'aime bien le rapport, mais je suis trop bavard. Je n'arriverai pas à respecter l'horaire, les temps d'horaire. Je serais des cours de 6 heures. Je pense qu'on va faire notre salut.